Le grand jury reçoit Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre de la microfinance et actuelle membre du comité de pilotage de nouvelles responsabilités. Au menu, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'an 1 du régime de Diomaye, les audits, les conséquences de la publication du rapport de la Cour des comptes, nouvelles responsabilités et l'avenir politique d'Amadou Ba en question. Grand jury ce dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand jury de la RFM. Ce dimanche 9 mars 2025, nous avons le plaisir de recevoir une dame d'action et d'engagement. Elle est ancienne directrice de la CEPEX, ancienne ministre de la microfinance sous le régime de Macky Sall. Zahra Iyane Thiam, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Vous et à travers vous, l'ensemble du groupe Futur Média. Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes le dimanche 9 mars 2025, donc nous sommes au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, une occasion de revenir sur les luttes menées par les femmes sénégalaises et les avancées obtenues, dont l'une des plus marquantes reste la loi sur la parité homme-femme en 2010. L'occasion pour nous de demander donc à notre invité de vous demander votre avis sur la marche pour l'émancipation et les droits des femmes, surtout ces dernières années. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, je vous remercie pour cette question extrêmement importante au-delà de la symbolique, puisque vous l'avez indiqué, notre émission se fait dans le contexte de la Journée internationale de la femme célébrée hier le 8 mars. Je voudrais bien avant cela que vous puissiez me permettre, après avoir salué vos auditeurs et auditrices et certainement ceux qui nous regarderont à travers le net, présenter mes vœux pour le Ramadan, pour l'ensemble du peuple sénégalais, mais également présenter les vœux de carême, puisque nous avons le Ramadan et le carême qui se font pratiquement au même moment. Oui. Voilà, donc cela me permet également de souhaiter un bon repos et une meilleure santé à Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a quand même, au-delà de la stature d'homme de paix qu'on lui qualifie, a beaucoup œuvré pour le dialogue interreligieux. Et dans la même veine, féliciter Monseigneur André Gueye, mais également lui souhaiter bonne continuation de la mission. C'est également un homme de paix et qui fait beaucoup de déplacements au niveau des foyers religieux. Je pense que c'est cela, ce rappel me permet d'entrer dans le vif du sujet. Vous l'avez indiqué, le 8 mars est une journée internationale qui est célébrée depuis des décennies maintenant et qui doit nous permettre à chaque année peut-être de marquer une pause et de voir quelles sont les avancées, quelles sont les luttes qui ont été menées, particulièrement par les femmes sénégalaises. Même si ces dernières années, le folklore a souvent dominé les activités. C'est peut-être un moment. Moi, j'ai pour habitude de dire il faut toujours joindre l'utile à l'agréable, mais au-delà de cela, nous avons nos valeurs, nos cultures. Moi, je considère que tout ce que les femmes sénégalaises font participe dans la solidification du bien-être social. De mon point de vue, quand bien même il y a cette partie qui n'est pas moins une partie non moins importante, comme vous l'indiquez, le folklore, mais c'est des retrouvailles. Mais il y a également que les femmes sénégalaises ont acquis des avancées de haute lutte. Vous avez rappelé la loi sur la parité. C'est une loi que nous devons au président Abdoulaye Wade. Nous pouvons également rappeler les différentes lois sous le président Macky Sall, notamment ces textes qui permettent à la femme sénégalaise de donner la nationalité à son mari, etc. Donc ce sont des avancées. J'ai toujours été par contre de celles qui pensent que la femme est transversale. Vous retrouvez la femme au niveau de toutes les structures. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on reste dans les modèles traditionnels classiques d'autonomisation des femmes. La femme sénégalaise aujourd'hui doit enjamber l'autonomisation pour aller vers l'indépendance. L'indépendance en termes de réglementation, l'indépendance en termes de possibilités d'accès, l'indépendance en termes même de
participation aux instances décisionnelles. Et tout cela, de mon point de vue, implique une refondation profonde de la politique et de la vision même des États. Or, malheureusement, nous remarquons qu'au-delà même de cette suppression artificielle du terme, du mot femme au niveau du ministère de la famille, nous ne voyons pas, nous n'arrivons pas à cerner quelle est la politique, quelle est la vision pour les femmes de ce nouveau gouvernement. Et je pense vraiment que si nous voulons mettre la femme dans la contribution du progrès économique de notre pays, il faut nécessairement revoir, refonder tout ce qu'il y a. Vous pensez que l'actuel régime ne promeut pas la femme? Est-ce que dans le programme de gouvernance Vision 2050 plutôt, est-ce que la femme n'est pas réellement prise en compte? Je pense que l'actuel régime, je ne parle pas à leur place, à parler pour eux-mêmes quand ils ont supprimé le ministère de la femme. Je ne parle pas pour eux. Leurs actes sont plus éloquents. Ils ont supprimé le ministère de la femme. Au niveau de toutes les nominations que vous voyez, c'est plus du 90%. Ça veut dire que la femme peut avoir une ou deux places. Dans les actions du ministère de la famille, où nous retrouvons certains éléments qui considèrent les femmes, ou qui sont dédiés aux femmes, nous voyons qu'il y a une répétition de financement, de remise de matériel, de travaux d'allègement, mais nous ne voyons pas l'orientation. Vous voulez dire que c'était mieux avant? Pourtant, sous Macky Sall, on supposait également que les femmes étaient sous-représentées. Quand bien même elles étaient plus représentées, quand bien même elles avaient un ministère dédié. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis de celles qui pensent que la femme est transversale. Donc même si on lui dédie pas un ministère, de mon point de vue, c'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est d'avoir une politique, une vision pour les femmes. Et à ce stade-ci, je n'en vois pas. Je vois que le ministre est dans des actions traditionnelles. Pour moi, il faudrait aller en profondeur dans les réformes. Et d'ailleurs, c'est dans vos ondes que j'ai entendu le regard croisé, je crois, entre deux femmes, la directrice en élevage et la directrice de l'autonomisation de la femme au niveau du ministère. Mais elle n'était même pas au courant des préoccupations, parce que lorsqu'elle a parlé de tous les textes communautaires, internationaux, etc., et de la loi d'orientation relative à l'autonomisation des femmes, bien la directrice des femmes rurales, la présidente des femmes rurales, lui a indiqué qu'elles auraient souhaité être associées à la réflexion. Et cela témoigne encore de l'importance et de la place que donne ce nouveau régime-là aux femmes. Et en termes de propositions concrètes, vous voulez quoi en faveur des femmes pour ce nouveau régime? Il faut déjà qu'il y ait une vision. Comment considérer la femme? Comment l'associer plus largement, plus effectivement au développement économique? Parce que la femme est associée au développement social, quoi qu'on puisse dire, c'est un régulateur social, la femme est au centre de la famille, etc. De ce point de vue-là, il y a plusieurs réflexions à mener. L'accès au foncier, les femmes en parlent tout le temps, mais surtout les réformes, leur participation, leur contribution effective à l'économie. Il y a plusieurs femmes au niveau du secteur informel. Et vous savez que le secteur informel, quand bien même a une grande part dans la contribution de notre économie, n'en demeure pas moins que c'est pas assez bien pris en compte. Donc, économiquement, quelles sont les réformes aussi qu'il faut apporter? Il faut prendre la femme comme un partenaire à part entière de ce qui se fait en matière de développement social. Cette célébration, cette année, survient également dans un contexte d'un débat jugé par certains sexiste, notamment par rapport aux heures de débauche dans certaines entreprises, en l'occurrence le port autonome de Dakar, en cette période de Ramadan. Jugez-vous ce débat déplacé? Malheureusement, ce régime ne fait qu'enforcer des portes ouvertes ou reprendre en réalité des détails.
le réaménagement horaire, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est de fait, on le fait au niveau de tous les services. Et quelquefois même, ce sont les employés qui viennent au niveau de la direction pour proposer un réaménagement en fonction de la spécificité du moment. Quelquefois, on enlève les heures de pause, on commence un peu plus tôt, etc., etc. Donc vraiment préciser que c'est un réaménagement pour les femmes me paraît être superfétatoire. On n'en a pas besoin. Le réaménagement est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'essentiel, c'est de respecter la réglementation du travail en la vigueur. Alors, dans quelques jours également, Madame Zahra Iyane Thiam, ce sera le 24 mars 2025 et ça marquera le premier anniversaire de l'accession de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Un an après, quel bilan pouvez-vous tirer de son accession au pouvoir? Alors, le bilan, peut-être, ça va être un bilan immatériel, parce que eux-mêmes, ils disent qu'on leur a laissé un État en ruine, qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre budgétaire, que les Sénégalais et les Sénégalaises doivent être conscients. Mais quand même, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de paroles, oui, mais j'y reviendrai. Que les Sénégalaises et les Sénégalais doivent être conscients que aucun gouvernement, aucun État ne peut faire des réalisations en 2 mois. Quand bien même c'était leur promesse. Donc, sur cette base-là, je ne peux faire qu'un bilan immatériel. Et le bilan immatériel que je fais, peut-être de 2 ordres. Le premier ordre, c'est qu'ils sont en train d'altérer notre société. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai l'impression que d'un système de décentralisation, parce que la décentralisation est le modèle administratif du Sénégal, que de la décentralisation, ils veulent passer à la centralisation. Ce sont ces 2 éléments que m'inspire l'an 1 de Diomaye. Et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, je peux expliciter. Oui. Quand je dis qu'ils donnent l'impression d'altérer notre constitution, voyez-vous, on a l'impression qu'il y a 2 Sénégal. On a l'impression qu'il y a des Sénégalais, en l'occurrence eux, qui sont au pouvoir, qui aiment beaucoup plus le Sénégal que les autres. Parce que l'on nous dit que tous les licenciements que nous voyons sont dus à des faits économiques, ou que ce sont des Sénégalais qui ont été recrutés à la veille de l'élection présidentielle, ou que c'est des emplois fictifs. Comment alors comprendre les chiffres de la NSD qui nous montrent que malgré tous les licenciements qu'il y a eu en amont, la masse salariale a augmenté? En amont, il y a beaucoup plus de recrutement, il y a beaucoup plus de fonctionnaires. Cela veut dire que on enlève des Sénégalais pour mettre des Sénégalais. Et donc, cette rupture tant chantée, en réalité, n'existe pas. On enlève ceux qui ne nous sont pas favorables pour mettre ceux qui sont favorables. Mais il faut reconnaître également que dans plusieurs structures, il y a eu des recrutements, notamment politiques. Or, notre constitution consacre l'égalité des Sénégalais. Mais ces recrutements politiques qui ont fini quand même de bouffer l'essentiel des budgets de ces structures-là, il faut en parler aussi. Il n'y a pas de recrutement politique. Et d'ailleurs, si pour rester sur votre argument, si cela devait tenir, mais pourquoi un gonflement de la masse salariale? Si on corrige le recrutement, le soi-disant recrutement politique, ça veut dire à côté, qu'est-ce qui a été mis en place? Ils ont enlevé Jean pour mettre Paul. Donc c'est du pareil au même. Or, un recrutement politique n'existe pas. Ce qui existe, c'est la responsabilité individuelle de celui qui a la responsabilité de diriger. On vous choisit avec un cahier de charge bien précis. Et si vous décidez de passer outre, mais vous serez contrôlé ultérieurement.
car la gestion axée sur les résultats, quand même, est réellement en marche au Sénégal. Donc, si vous faites un recrutement qui ne vous sert absolument à rien, si ce n'est à gréver votre budget, si ce n'est qu'à vous créer des problèmes, mais forcément, vos résultats, on va le ressentir à la lumière de vos résultats. Or, dans le cas d'espèce, je prends juste l'exemple du Grand Théâtre de Dakar. Si vraiment ceux qui sont licenciés étaient des acteurs politiques ou étaient des employés fictifs, mais vous ne les entendrez pas dans la presse. Ils ont fait combien d'années? Je ne les connais pas. On peut le dire du port, on peut le dire du service des mines, on peut le dire de tous les secteurs. En réalité, ils sont avant tout des Sénégalais. Et ils ont le droit de contribuer à l'exercice de la chose publique pour leur pays. Maintenant, jugez-les sur la base de la compétence. Jugez-les sur la base de la solvabilité de votre structure. Et ça, la loi est là, elle définit clairement ce qu'il faut. Donc, je ne vois pas comment on peut rester sur ce point de recrutement politique ou pour des motifs économiques quand à côté vraiment on recrute. Non, je pense que eux-mêmes ils font des recrutements politiciens. La preuve, vous avez entendu un ministre de la République indiquer que lorsqu'on lui présente un CV, il regarde d'abord si c'est du PASTEF. Oui. Parlons toujours du bilan. J'ai envie de vous opposer les audits en cours actuellement et également la publication du rapport de la Cour des comptes. C'est également des actes à mettre dans la besace de l'actuel régime. C'est des points positifs quand même sur lesquels on peut compter sur cette année de gestion du pouvoir par Bassirou Diomaye Faye. Ah non, par contre, pour le cas d'espèce de la Cour des comptes, vraiment, moi je reste très dubitative. D'abord, la Cour des comptes ne doit pas être perçue par les populations et au-delà même des populations. On ne doit pas la mettre dans une position où la perception que les tiers peuvent en avoir, c'est qu'elle est guidée par des intérêts politiques. Et malheureusement, c'est ce que l'État a réussi, le gouvernement de Diomaye, c'est ce qu'ils ont réussi à démontrer de la plus mauvaise des manières. Parce qu'on ne peut pas mettre la Cour dans une posture où elle a eu à certifier pendant 3 ou 4 années une loi de règlement et à côté lui faire un rapport qui contredit ces certifications-là. Ça pose 2 problèmes. Oui. Le premier problème, c'est que la Cour manque de rigueur, puisqu'on a certifié une année et on a enlevé cela une autre année. Mais également, est-ce que la Cour a la capacité de discerner, de contrôler les fraudes, puisqu'ils ont parlé de malversation, de maquillage de chiffres. Donc, comment un État peut-il mettre à nu sa propre stratégie de développement? Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est comme un général de guerre qui met sa stratégie de guerre sur la place publique. Ça, c'est une carence d'hommes d'État. Malheureusement, nous constatons cela. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est moins un rapport pour incriminer Massamba, Mapate ou Mademba. Parce qu'en réalité, toute la gymnastique, tout le trapèze qui s'est fait autour de du rapport de la Cour des comptes, c'est en réalité pour entacher le président Macky Sall. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, on parle de plus en plus de la tradition devant les tribunaux. Oui, mais bon, d'accord, puisque l'extradition du Maroc vers le Sénégal. Oui, mais puisque le chef de cabinet, oui. Attendons de voir, on a eu les premières révélations avec le chef du cabinet qui indique qu'ils étaient la veille chez le président Macky Sall. Peut-être qu'on entendra autre chose qui a été limogé. Oui. Lui-même, il dit qu'il ne comprend pas parce qu'il a été félicité. Je dis bon, vraiment, il continuera à rien comprendre parce que s'il pense qu'il a été félicité pour son émission sur les propos qu'il a tenus, c'est que nous sommes mal barrés. Vous parlez de deal comme les autres entre Macky Sall, l'ancien chef d'État, et son successeur Bassirou Diomaye Faye et surtout Ousmane Sonko. J'ai la chance, moi, de ne
en tout cas, je m'y exerce, je m'y emploie à ne jamais porter de jugement de valeur. Je ne parlerai pas vous avez évoqué tout à l'heure la rencontre entre... je peux donner mon point de vue, je peux donner un ressentiment. Est-ce que vous y croyez sincèrement que les deux hommes ont signé, pour ne pas utiliser le mot deal, ont signé un pacte Mais l'avenir nous édifiera, ça commence. Personne n'était au courant qui s'était vu à Mermoz. Et c'est tellement symbolique, mais c'est grave. Cette annonce-là est grave. Pas parce qu'ils se sont retrouvés à Mermoz, il n'y a rien d'extraordinaire, mais à cause des propos qui ont été tenus antérieurement. C'est ça la responsabilité des hommes d'État. Et c'est pourquoi, malheureusement, on peut faire porter le chapeau et faire dire tout et n'importe quoi, accuser tout et n'importe quoi aux hommes politiques. Parce que quelquefois, vous avez de ces révélations qui vous font froid dans le dos. Moi, je pense en tout cas que j'aurais pu accepter cela, que cela m'aurait paru banal s'il l'avait dit, parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Le seul mal qu'il y a, c'est de ne pas assumer ses actes. Et ça, c'est de l'éducation. Mais ce n'est plus de l'éducation parce que souvent, on a tendance à dire que oui, les parents ont délaissé leurs prérogatives, les parents n'éduquent plus les enfants, l'école est aussi en déperdition. Mais que fait-on de l'éducation personnelle? Et c'est ça qu'il faut adresser. Pourquoi les Sénégalais, lorsqu'ils sont matures, qu'ils savent faire la différence, ils ne s'éduquent pas eux-mêmes d'abord? Parce qu'en réalité, les parents vous donnent des prérequis, l'école vous donne des prérequis, mais la société, ce qu'elle vous donne comme prérequis, c'est à vous de l'utiliser à bon escient. Et moi, de plus en plus, je me dis qu'il y a une troisième voie dont on ne parle pas assez, c'est l'éducation individuelle et personnelle. Les Sénégalais et les Sénégalaises doivent apprendre à s'éduquer personnellement. Après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko et la publication qui a suivi du rapport de la Cour des comptes, ce sont quand même de graves irrégularités qui ont été constatées dans la tenue des finances publiques. Est-ce que le président Macky Sall, qui a été notamment cité par le porte-parole du gouvernement, est-ce qu'il peut être inquiété selon vous par notamment la déclaration du Premier ministre et la récente publication du rapport de la Cour des comptes? Il faut poser la question au président Diomaye, à son Premier ministre Ousmane Sonko, au ministre Abbas Fall et au ministre Birame Souleye. C'est eux qui vont boire le thé avec le président Macky Sall. C'est à eux qu'il faut poser cette question maintenant. Parce qu'à chaque fois que le président Macky Sall fait une sortie à l'international, on voit que tout de suite, ils brandissent l'épée de Damoclès. Donc, je pense que c'est à eux qu'il faudrait poser cette question-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment devons-nous faire pour que nos outils, nos mécanismes de contrôle puissent être aussi efficaces pour qu'on ne puisse plus subir ce que nous avons vécu. Quel est le contrôle a posteriori qu'il faut faire, a priori qu'il faut faire dans le cadre de la gestion des finances publiques, parce que c'est des accusations graves et nous voyons les conséquences. L'accès au crédit pour le Sénégal va être de plus en plus cher, de plus en plus difficile. La notation des agences, vous avez vu, nous dégringolons. Je ne parle même pas de notre solvabilité et de la diplomatie, les contre-coups que ça nous fait. Aujourd'hui, nous avons des visées au niveau de la Fédération sénégalaise de football, au niveau de la BAD, avec le ministre Ahmed Hott, qui est excellent dans son domaine, avec un profil extraordinaire. Et qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme retombée pour le Sénégal? On ne sait pas si la candidature au niveau de la BAD va passer. Donc, c'est ces questions-là qu'il nous faut adresser si c'est pour l'intérêt collectif. Et si c'est ça, je pense qu'il faut voir comment nous devons réformer peut-être la Cour des comptes pour la rendre beaucoup plus solide, étant entendu que le président Macky Sall a beaucoup renforcé les pouvoirs de la Cour des comptes. C'est à cause de Macky Sall aujourd'hui que nous avons ce que nous avons. Est-ce que nous devons revoir un peu notre système, la gestion budgétaire, l'exécution, le contrôle, tout cela, c'est des réflexions, je pense, comme ça, qui peuvent, en tout cas, avoir des retombées positives pour les Sénégalaises et les Sénégalais, parce qu'on a besoin d'investissement.
Vous parliez tantôt du bilan. Mais on n'a rien à dire si ce n'est, par exemple, on réinaugure ce qui a été inauguré. On se glorifie de lancer des projets qui ont été montés, ficelés, fermés. Voilà, donc il y a c'est une continuité aussi. Mais il faut le leur dire parce que c'est eux qui ne veulent pas de cette continuité. Ils vous ont dit que même l'hivernage, c'est pas leur hivernage. Donc allez leur dire que l'État est une continuité. Et quid de la responsabilité de votre mentor, le Premier ministre Amadou Ba? Sa responsabilité par rapport à quoi? Par rapport à la tenue des finances publiques, il y a quelques jours au déclenchement des audits, il a été question de la levée de son immunité. Oui. D'abord, deux choses. Si c'est par rapport à sa responsabilité, jusqu'au moment où nous parlons aujourd'hui, dimanche 9 mars, le président Amadou Ba n'a jamais été épinglé. D'ailleurs, lorsqu'on parle de sa responsabilité au niveau des finances publiques, ça devrait être entre 2012 et 2019. Et je pense que ce n'est pas la période qui est concernée par le maquillage des chiffres et autres. Ensuite, en 2019, le président Amadou Ba était ministre des Affaires étrangères. Ensuite, on l'a sorti du gouvernement. Donc, de quelle responsabilité voulez-vous parler? Que voulez-vous qu'il assume? Ça part dans la gestion du pays. Oui, mais la gestion du pays... Dans le passif. Le passif... Le régime de Macky Sall. Le passif... les nouvelles autorités l'ont intégré, l'ont encadré entre 2019 et 2024. Moi, je vous parle de cette période d'audit et du rapport de la Cour des comptes. Maintenant, de manière générale, mais moi-même, au-delà de lui-même, qui était ministre, on a partagé le Conseil des ministres. J'ai partagé le Conseil des ministres avec Amadou Ba. Il était ministre des Affaires étrangères, j'étais ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Et l'affaire des 91 milliards. Même il dit qu'il n'a même pas été informé de cette histoire-là. Au contraire, durant cette période-là, il a été à l'origine de réformes qui ont donné plus de poids, plus d'autorité au niveau des agents du ministère de la fonction publique. Je pense que, de manière globale, la gouvernance ne peut pas se faire sur la base de populisme. La gouvernance ne peut pas se faire sur la base de déclarations intempestives. Regardez, je reviens sur le bilan. Le président Diomaye Faye a tenu les assises de la justice. Au tout début du mandat. Au tout début du mandat, il y a tellement eu un débat public autour de ça. Vous savez-vous quel est l'état d'exécution des recommandations? Il y a eu des états généraux qui se sont tenus. Commerce, transport. Quel est l'état d'exécution des recommandations? Le président Diomaye Faye, un discours à la nation, moment extrêmement solennel, son premier discours à la nation. Il vous dit que je vais faire dans le premier trimestre. J'ai pris contact avec le BOM pour qu'on me présente une plateforme Liggéeyal Sa Réew avec les critères pour l'appel à candidature. Quelles sont les suites données à cela? Rien. Ensuite, on vous parle de renégociation des contrats. Moi-même, j'ai été sur un plateau avec le porte-parole du gouvernement après l'élection législative. Vraiment, ou comme Hercule, oui, on va renégocier les contrats, vous allez voir, etc. Où est-ce que nous en sommes? Et pourtant, Woodside produit, nous avons à peu près 3 millions de barils par mois qui sortent du Sénégal. Donc, les déclarations intempestives ne font pas un pays. Surtout que nous avons un pays, vous avez vu, les femmes rurales, pour la journée du 8 mars, elles veulent accéder à l'eau, elles veulent accéder au foncier. La sécurité routière, que devons-nous faire? Même les lois, on peine à les respecter. Nous avons encore combien de compatriotes qui meurent sur les routes? Et pour ça, la porte qui était entrouverte pour nous permettre de faire des réalisations, on a cassé le loquet, on a cassé la clé. Plus de solution alors, vous dites? Vous êtes alarmiste là? Je ne suis pas alarmiste. Au contraire, moi, j'essaie d'être réaliste. J'étudie les faits. Pourtant, vous ne m'avez toujours pas entendu dire qu'ils ne réussiront pas. Donc, je ne suis pas alarmiste. Au contraire, j'alerte. Le président avait demandé nañu yoole. Ñun duñu yoole, mais dinañ alerter. Parce que le pays nous appartient.
et que j'ai l'impression que les gouvernants pensent qu'ils sont plus sénégalais que les Sénégalais. Ça, c'est une erreur grave. Ils pensent que le Sénégal leur appartient et ils pensent qu'ils ont droit de vie et de prison sur les citoyens sénégalais. Encore, ça me permet de revenir sur les mesures populistes et politiciennes. Quand on veut proposer un projet de loi pour retirer le foncier aux collectivités territoriales, mais on se moque de qui? De qui se moque-t-on? C'est comme si le domaine national n'a jamais fait l'objet d'un encadrement réglementaire. Tout le monde sait que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Tout le monde sait qu'il y a des textes. D'ailleurs, moi, je me souviens en Conseil des ministres avec le président Macky Sall, il avait pris un décret pour dire qu'au-delà d'une affectation de 50 hectares, mais c'est le président de la République, ça sortait et des mains du gouverneur, du préfet ou du sous-préfet, qui ont des compétences extrêmement claires en la matière. Peut-être que dans le cadre de la décentralisation et de la participation citoyenne aux affaires publiques, les communes peuvent affecter des terres, peuvent délibérer, etc. Mais en matière de réglementation, c'est l'État. Donc, s'il y a une compétence à retirer, ben, c'est la compétence de contrôle de l'autorité centrale. Mais ça n'a rien à voir avec les collectivités territoriales. Donc, on veut retirer le foncier uniquement parce que ils supposent que ce sont des maires à pair. Encore une décision politicienne. Quand le Sénégal croule dans les difficultés, le courant est cher, l'eau est chère, inaccessible. C'est les populations, par contre, qui sont alarmées. Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre, actuelle membre du comité de pilotage de la nouvelle responsabilité, est notre invitée ce matin dans le grand jury de la radio Futur Média. La nouvelle responsabilité, justement, on en parle. Le mouvement politique qui s'est mué en parti, qui est fondé donc par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qu'on ne voit pratiquement pas et qu'on n'entend pas. Où se situe la nouvelle responsabilité? Vous êtes dans quoi? Nous sommes dans la construction de notre parti. Vous l'avez indiqué, tout le monde a suivi les péripéties de la dernière élection présidentielle au sénégalaise avec ses hauts et ses bas. Où Amadou Ba, le candidat de Benno, a fini deuxième. Maintenant, moi, toujours en regardant le rétroviseur, je rends grâce au Tout-Puissant de nous avoir permis de préserver le Sénégal. Nous avons comme l'impression que peut-être il ne s'est pas remis totalement de la débâcle des législatives. Ah, absolument pas. Il semble sonner en fait. La nouvelle responsabilité également. Non, quand même, moi je suis de ceux qui pensent que si on a peur de débâcle ou de défaite, il ne faut pas entrer en politique, il ne faut pas entrer en sport et il y aura beaucoup. Il ne faut même pas venir à la vie parce que la vie est faite de haut et bas. C'est des succès et des défaites. Donc non, au contraire, nous y entrons parce que nous avons quelque chose à faire valoir. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on n'a peut-être pas eu tout ce que nous aurions aimé avoir pour les législatives que pour autant nous sommes diminués? Non, parce que si nous disons que nous sommes sur terre, il y a une contribution économique, il y a une contribution sociale, il y a une contribution patriotique. Nous sommes des Sénégalais, nous devons contribuer. Donc, il n'y a pas de défaite. Maintenant, nous venons d'arriver, aucune structuration de la nouvelle responsabilité, pas de responsable identifié. Vous-même, vous avez du mal à qualifier ma position au niveau de la responsabilité. Pourtant, nous mettons en place une coalition, Diap Mandiari. Nous investissons sur l'étendue du territoire national et au niveau de la diaspora. Nous venons avec 7 députés, plus de 300 000 Sénégalais qui nous ont accordé leur confiance. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pourquoi, après avoir fait ce constat, on s'est dit, on se consacre à l'organisation, à la structuration de la nouvelle responsabilité. On aurait fait autrement, on nous aurait dit, vous êtes une mauvaise opposition. Vous n'êtes pas de bons perdants. Ceux-là, ils viennent d'arriver. Ils ont été brillamment élus. Plus de 54% à la présidentielle. Une majorité écrasante après l'élection législative. Il faut les laisser faire
valoir leurs preuves. Et les soupçons de collusion avec l'actuel régime, ces accusations vous escortent tout le temps et se sont multipliées quand Nouvelle Responsabilité a décidé de ne pas adhérer à FDR, par exemple, Fonds pour la défense de la République, nouvelle coalition de l'opposition. Qui a intérêt, selon vous, à tout le temps émousser ces rumeurs selon lesquelles nous sommes en collusion avec l'État? Qui a intérêt? Amadou Ba ne fait rien pour démentir ces accusations. Oui, mais vous ne savez pas ce qu'il fait, c'est différent. Vous ne savez pas ce qu'il fait et le Sénégalais n'aime pas ça. Le Sénégalais n'aime pas savoir et quand on leur fait savoir, ils sont limogés. Le Sénégalais n'aime pas ne pas savoir. Mais nous, en tant que responsables, nous savons ce que nous faisons et nous y sommes. Nous travaillons à construire notre parti. Nous regardons ce que fait l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Nous faisons des alertes, nous donnons nos points de vue. Et dire que la nouvelle responsabilité, on l'entend pas, c'est trop dire, puisque sur certains sujets, nous donnons des points de vue. Maintenant, nous décidons de monter au créneau, ou Amadou Ba décide de monter au créneau quand il juge opportun. C'est-à-dire, Amadou Ba est un homme d'État, un grand commis de l'État, mais surtout c'est un responsable. Et donc, on ne peut pas nous imposer cette manière classique de fonctionnement des partis politiques, d'autant plus quand même que nous avons quand même assez d'expérience en la matière. Vous-même, vous l'avez dit, vous avez évoqué le FDR, mais moi je peux évoquer ICR Benno. Je peux évoquer le Front Siggi Sénégal, je peux évoquer Benno Siggi Sénégal, je peux évoquer le Benno Bokk Yakaar, je peux évoquer le M23, je peux évoquer les Assises nationales. Il n'y a pas une seule entité regroupée depuis 2007 dans ce pays-là où je n'ai pas été membre fondateur. Donc nous connaissons les coalitions, nous connaissons les regroupements et si sur toute cette expérience-là, nous ne pouvons pas nous sortir notre modèle qui nous est propre. Je pense que... Donc il y a un projet de création d'une nouvelle coalition en plus du FDR, c'est ça? On verra, les instances en décideront. Déjà, plusieurs structures ont fait confiance au président Amadou Ba parce que c'est à cause de lui qu'on a pu avoir la coalition Jàmm ak Njariñ. Maintenant, on verra sur la base de ce qu'il proposera, sur la base de notre orientation, quelle sera la perspective à donner. Mais si d'aucuns se soucient ou si d'aucuns pensent que nous sommes amorphes, que nous ne faisons rien, ça c'est peut-être le Sénégalais qui peut le dire. Mais ceux avec qui nous partageons l'espace, savent que voilà. Est-il exclu de futures retrouvailles avec l'APR? Ça, ma réponse, elle peut être cache incisive. Et je base ça sur l'expérience. Si le président Macky Sall et le président Idrissa Seck ont pu se retrouver, si le président Macky Sall et Karim Wade ont pu se retrouver, si Ousmane Sonko et président Macky Sall et Diomaye ont pu se retrouver, tout le monde peut se retrouver dans ce pays-là. On ne peut rien exclure. On ne peut rien exclure dans la vie. Moi, ma réponse, je dis ça sur la base de ce que je vois. D'autant plus que moi, particulièrement, j'ai jamais quitté l'APR. On m'a exclu gratuitement. D'accord. Mais au niveau de l'APR, bien vrai que j'y ai plus d'ennemis que d'amis. Ah oui. J'y ai plus d'ennemis que d'amis. Vous avez tous suivi un peu. J'ai été l'objet de plusieurs attaques, j'ai été l'objet de dénigrements, j'ai été l'objet d'allégations infondées. Tout cela, je l'ai vécu stoïquement, mais je considère avant tout que quand on dit qu'il faut toujours mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts crypto-personnels, il faut savoir quand même, avoir du dépassement, mais dans l'éthique. On ne peut pas tout le temps mélanger des chèvres et des moutons, confondre pommes de terre et Angleterre, parce que souvent les gens pensent qu'en politique tout est permis. Or, pour moi, en politique, tout ne doit pas être permis.
On ne peut pas vous accuser de tous les maux et puis demain vouloir être avec vous comme si de rien n'était. Comme on fait souvent avec Amadou Ba, il est pas bon, il faut le bannir et puis demain on fait appel à lui, voilà, il faut venir parce que non, ça ne peut pas se passer comment comme il ça. l'a pris? En tout cas, de qu'on reprochait au président Macky Sall de n'avoir pas accompagné suffisamment son candidat. Comment ensuite Amadou Ba l'a pris, cette trahison entre guillemets du président Macky Sall à son encontre? Je sais pas, il faut lui demander. Est-ce que les positions des gens travaillent également au rapprochement des deux positions? Je sais pas, je pense qu'il faut inviter le président Amadou Ba pour avoir toutes ces réponses. Mais ce que je sais, moi, c'est que nous avons tourné cette page. C'est derrière nous. Nous dépassons des situations. On ne se complaît pas à être tout le temps dans des conforts ou dans l'histoire. Il faut être dans l'avenir. Nous avons dépassé ces situations-là. Aujourd'hui, nous regardons vers l'avenir et avec confiance parce que voilà ce que nous voyons. On nous avait promis au bout de 2 mois un Sénégal émergent. Maintenant, on nous dit qu'il faudra attendre 2050 pour que le Sénégal soit émergent. Et entre-temps, on va mettre tous les Sénégalais qui veulent dire leurs pensées en prison. Tous les Sénégalais qui ne sont pas d'accord, c'est la période de la pensée unique en réalité. Donc nous sommes confiants quant à l'avenir, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à rectifier et que cette transition-là, en définitive, peut être une bonne chose pour le pays. Parce qu'on avait l'habitude de dire que le Sénégal va arriver à un tournant. Je pense que finalement nous sommes sur un virage qui ne s'arrête plus, qu'il faudra négocier tous les virages et que l'expérience aidant, si on traverse toutes les possibilités, toutes les situations possibles, parce que là on n'est pas à l'abri d'un régime dictatorial. Ça commence à faire son chemin. On a entendu des pensées qui vont dans ce sens-là. Nous avons vu ce qui arrive quand les gouvernants veulent empêcher la tenue du calendrier républicain. Nous avons vu également ce qui arrive quand on veut prendre la souveraineté des populations. C'est pourquoi il faut faire très attention avec certains actes qu'on envisage de poser. C'est d'abord le projet de loi pour retirer la gestion du foncier aux collectivités territoriales. C'est les glissements sémantiques qu'on voit avec la loi d'amnistie. On nous parle d'abrogation totale, abrogation partielle. Maintenant, on parle d'une loi interprétative. C'est la dernière trouvaille. Une loi interprétative. Là également, on en parlait. Donc, il faut faire très attention aux choix qui sont pris. Le Sénégal, ne peut pas être gouverné à l'aune de ses désiderata. La suppression l'abrogation de la loi d'amnistie, quand même, c'est une demande nationale. En plus, c'était un engagement de campagne du candidat Ousmane Sonko. Mais dans ce cas, qu'on l'abroge totalement, c'est un engagement, il faut l'assumer. On l'abroge totalement. Pourquoi on veut l'abroger partiellement? Pourquoi maintenant on laisse tomber l'abrogation totale, l'abrogation partielle et on parle d'une loi interprétative? Parce que la loi interprétative sera pour délimiter le champ d'action. Oui, mais le champ d'action n'est pas clair. N'a-t-on pas parlé de faits entre 2021 et 2024 et de la nature des faits? Donc si cette loi-là interprétative, elle est ambiguë, ça crée d'autres problèmes. Est-ce qu'on veut, de par ce mécanisme-là, cibler des personnes quand la loi d'amnistie cible des faits? Donc, c'est vraiment des quiproquos qui nous... Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire très attention en négociant les virages. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et donc, nous regardons confiants l'avenir parce qu'on voit qu'il y a des choses à faire, parce qu'on voit que pour le moment, les voyants sont toujours au rouge et c'est extrêmement compliqué. Le coût de la vie, le contexte national qui est très difficile, l'économie qui est exsangue, vous l'avez dit tout à l'heure, et la nouvelle responsabilité à Amadou Ba, on en revient tout le temps, on vous entend pas malgré ce contexte-là, et dernièrement il a été indiqué la suspension également des bourses familiales. C'est ça. Peut-être qu'ils recherchent leurs personnes vulnérables à eux.
Parce que la bourse de sécurité familiale, il y a des critères spécifiques pour déterminer à qui elle est octroyée. Et d'ailleurs, l'identification des bénéficiaires se fait à l'échelle de la commune. Et dans sa partie la plus petite, c'est au quartier. Donc c'est en réalité le délégué de quartier, entouré des représentants de la communauté, qui fait l'identification sur la base de critères très clairs. Mais c'est au fil du temps, avec l'expérience, avec les difficultés rencontrées et du temps de la Covid, il était dit qu'il fallait un registre national unifié pour amener le nombre de bénéficiaires à 1 million et plus, parce qu'on était, je pense, à 600 ou 800 000, et avoir au moins un registre national où on pouvait puiser pour éviter justement ces accusations de ciblage, orientées. Mais si aujourd'hui on nous dit qu'on va faire l'audit, c'est à quel but? C'est juste pour enlever les personnes vulnérables du président Macky Sall pour mettre les personnes vulnérables de Wapastef? C'est aberrant. On ne peut pas dire que la personne vulnérable, on va l'auditer. Auditer les critères peut-être, renforcer-les, améliorer-les, mais on va faire l'audit. En tout cas, ils nous diront ce qu'ils cherchent à travers les audits. Je pense qu'ils n'ont pas été quand même élus pour uniquement faire des audits qui doivent être une gestion intégrée dans le quotidien. Les audits, la reddition des comptes, tout ça, c'est une gestion qui est intégrée dans le quotidien. Maintenant, il faut de la vision pour que nous sachions où est-ce qu'on va, parce que depuis la DPG, rien. Il faut une vision. Au niveau de toutes les structures, prenez par exemple le ministère de l'Hydraulique. On a crié sur tous les toits qu'on va revoir le contrat de Aquapower. Maintenant, que fait le ministère? Ils inaugurent des châteaux. Je tombe des nues quand je vois un ministre inaugurer un château d'eau. Le Sénégal doit dépasser ce stade-là. Et pour cela, il faut qu'on nous dise la vision, c'est quoi? Si on nous dit en 2024, le ministère a pour ambition de démarrer un projet de désalinisation à, je sais pas, je donne un exemple n'importe où, qu'on va construire 1000 forages, qu'il y aura l'accès pour... Voilà. Mais la vision, c'est quoi? C'est qu'il faut, par exemple, en matière d'agriculture, comment nous devons solutionner cette question de l'eau pour les agriculteurs. Dans le cadre de la planification ou même dans le cadre de l'accès, parce qu'on a souvent encore des coupures d'eau à Dakar. Le réseau hydraulique est très ancien, il faut le reprendre, c'est quasiment plus de 6 000 km. La production n'est pas suffisante également. La production journalière, tout cela, le lac de Guerre, ça ne suffit pas. Mais quelle est la vision? Si on a ça, après nous, on peut donner nos points de vue. Mais aujourd'hui, ils nous cantonnent à le dire, mais ça, c'est pas vous. Vous entendez toujours, quand le président Diomaye se lève pour aller inaugurer, on lui dit, vous inaugurez ce qui a déjà été inauguré. La seule mission qu'on a confiée au président Diomaye, c'était les négociations avec les pays de l'AES. Ça, c'est son bilan. On va lui mettre ça. Vous êtes très sévère avec... Oui, mais si on n'est pas sévère avec eux, ils ne vont pas redoubler d'efforts. Il faut, je salue quand même, je salue. Et c'est le seul point à mettre à l'actif du... Non, je salue, président de la République. je salue. Ah, si je vous donne les points à mettre à l'actif du président de la République, vous ne serez pas content. Ça, c'est pourquoi j'évite d'en parler. Mais par contre, je salue, parce que c'est une perception que nous avons quand même. Je salue cette ouverture qui fait que quand on critique l'action gouvernementale, on a l'impression qu'il y a des rectificatifs. Ça, c'est bien. Mais on leur demande de laisser les politiques politiciennes. Je ne vois pas pourquoi, tout juste parce que le député Abdou Karim Sall s'est adressé au Premier ministre, on va lui mettre une commission d'enquête parlementaire sur soi-disant 45 milliards d'armement. Il n'y a aucune subtilité dans la démarche en réalité. Et voilà, ce sont des éléments comme ça qu'il nous faut éviter. Donc, nous alertons sur ce qui nous est offert. Si vous êtes invité à la table du chef, vous ne pouvez manger que ce qu'il vous propose. Et ce qu'il nous propose actuellement est très salé, très pimenté, très chaud également. Et forcément, donc, qu'il nous permette au moins de souffler dessus.
Merci beaucoup, Zahra Iyane Thiam. Vous étiez notre invité ce matin dans le grand jury de la Radio Futur Média. Merci à vous. Je souhaite une bonne fin de Ramadan. J'ai dû faire beaucoup d'efforts parce que vous savez, le Ramadan et les Tchamènes, c'est le seul moment où je permets aux Sarènes, Li et autres vraiment d'avoir le dessus sur nous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez ce matin devant le grand jury. Vous êtes ancienne directrice générale de l'ACEPEX, ancienne ministre de la microfinance sous le régime de Macky Sall. Actuellement, vous êtes... Oui, je voulais quand même en profiter pour souhaiter une bonne fête de 8 mars à mes deux mamans, j'en ai deux, à ma belle-mère et à toutes les femmes du Sénégal. Très bien, bonne fête à toutes les femmes du Sénégal et du monde. Mesdames, Messieurs, c'était le grand jury sur la Radio Futur Média, Madame Zahra Iyane Thiam.